Avant de parler d'équations différentielles, on va regarder deux exemples. Le premier, c'est un petit circuit électrique qui est constitué d'une résistance en série avec un condensateur. On va appliquer une tension continue aux bornes de ce circuit et on va regarder comment évolue la tension aux bornes du condensateur. Donc au moment où on envoie cet échelon de tension, cette tension constante, on observe ce qu'on appelle la charge du condensateur. On observe une pente assez forte au départ, et puis elle va progressivement diminuer jusqu'à devenir quasiment horizontale. Maintenant on va faire une deuxième manip, on va retirer l'alimentation, on va refermer le circuit pour faire en sorte que le condensateur cette fois-ci se décharge dans la résistance. Et de la même manière on va mesurer la tension aux bornes du condensateur. On observe bien la décharge du condensateur, et on observe une courbe qui est un petit peu symétrique de celle qu'on a obtenue juste avant. Alors cette fois-ci une pente négative mais toujours très forte au départ, puis qui va s'aplatir au fur et à mesure jusqu'à devenir quasiment horizontale au bout d'un certain temps. Donc on va prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est un exemple qu'on avait déjà vu dans la dernière vidéo sur les asservissements. Donc il s'agit d'un plateau chauffant qui est constitué d'une résistance chauffante. En entrée on applique une tension, et en sortie on obtient une certaine température de la plaque. De nouveau j'envoie un échelon de tension, et voilà ce qu'on obtient au niveau de l'évolution de la température. Alors ce qui se passe au niveau de l'axe des abscisses, c'est pas comparable. Ici la vidéo vous l'avez vu en accéléré, ça prend pas mal de temps. Et puis au niveau de l'axe des ordonnées, c'est pas comparable non plus. D'ailleurs on parle pas du tout de la même grandeur physique, ici il s'agit d'une température. Mais malgré tout, on retrouve un petit peu la même courbe. C'est-à-dire une pente très forte au départ, et puis une pente qui va de plus en plus s'aplatir au fur et à mesure. Et de la même manière, si maintenant je coupe l'alimentation et je laisse la plaque se refroidir à l'air libre, à l'air ambiante de la pièce, voilà ce que j'obtiens. Je retrouve cette courbe symétrique de la précédente, avec une pente très forte au départ mais cette fois-ci négative, et puis qui va de plus en plus s'aplatir pour devenir presque horizontale. Des systèmes techniques qui se comportent comme ça, en fait il y en a un très grand nombre. Et ces systèmes, on les appelle des systèmes du premier ordre. Alors pour être plus précis, c'est des systèmes dont le comportement est régi par une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc voilà la tête que ça a. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre d'où viennent ces équations, donc comment relier certains phénomènes physiques qu'on peut observer sur des systèmes techniques à ce type d'équation-là, et puis on va regarder aussi comment résoudre ces équations. Et donc de manière analytique, pour une entrée donnée, on va essayer de déterminer l'expression de la sortie. Et ça va nous permettre de découvrir quelle est la fonction bien particulière que normalement vous connaissez, qui se cache derrière ces courbes qu'on vient de voir. Donc pour ça, on va prendre un nouvel exemple. Alors c'est un exemple un petit peu virtuel qui va prendre la forme en fait d'une animation. Donc on va considérer qu'on a un bassin rempli d'eau. On a une arrivée d'eau, une sortie d'eau. Au niveau de l'arrivée et au niveau de la sortie, on a exactement le même débit. Ce qui fait qu'on a le même volume, on a un volume constant tout au long de l'expérience. Juste avant que l'expérience commence, donc juste avant notre instant initial, on va introduire plein de petits grains, donc peu importe ce que c'est, on va imaginer que c'est un composé chimique quelconque qu'on vient introduire dans ce bassin. Et puis bien qu'on ait représenté ça par des petits grains, on va imaginer qu'il y a une répartition parfaitement homogène de ce petit composé à l'intérieur du bassin. Donc ici notre système c'est le bassin, et la grandeur de sortie, donc la grandeur qui nous intéresse, ça va être l'évolution de la quantité de ce composé chimique. Et à l'instant t égale 0, on remet en route notre système, c'est-à-dire qu'on va laisser l'eau en entrée arriver et l'eau en sortie partir. Et on va juste essayer d'observer la manière, donc la quantité de ce composé qu'on vient d'introduire semble évoluer. Au départ on en a beaucoup, et puis cette quantité elle va diminuer de plus en plus, jusqu'à l'absence totale au bout d'un certain temps. Mais cette diminution elle se fait pas n'importe comment. Et on voit qu'il commence à se dessiner un comportement qui est assez similaire à ce qu'on a vu précédemment. Donc en effet, au départ on a l'impression qu'il y a une grande quantité de grains qui vont partir, mais chaque seconde, plus le temps passe, on en a de moins en moins qui partent. Et ça c'est assez logique. Étant donné qu'au départ on en a énormément à l'intérieur de l'enceinte, a fortiori on en a beaucoup aussi au niveau de la sortie. Et donc à t égale 0, en tout cas dans les premières secondes, on va observer un certain nombre de ces grains qui vont s'échapper. Mais plus le temps passe, moins il y en a, donc moins la densité à l'intérieur de cette bassine va être importante, moins il y a de probabilité pour qu'on puisse en avoir chaque seconde qui s'échappe. Et donc on voit se dessiner, juste de manière très qualitative ici, une courbe qui va beaucoup ressembler en fait à celle qu'on a obtenue quand on a étudié la décharge d'un condensateur,
ou quand on a observé la plaque chauffante qui se refroidissait à l'air libre. Et là aussi, en fait, le système qu'on vient de considérer se comporte en fait comme un système du premier ordre. Maintenant, on va essayer d'aller vers une approche un peu plus analytique pour voir à partir de ça comment on obtient une vraie équation différentielle du premier ordre. Et puis on va essayer de résoudre cette équation pour déterminer quelle est la courbe d'un point de vue analytique qui se cache derrière ce comportement qu'on a un petit peu ici deviné. Donc là, on est obligé de poser un petit peu plus le problème. Alors voilà la situation à t égale 0 secondes. On a un débit d'arrivée d'eau de 20 litres par seconde. On a un débit de sortie de 20 litres par seconde aussi. Ce qui nous permet ici de garder un volume constant qui va être égal tout au long de l'expérience à 60 litres. Et puis, toujours à t égale 0, on a 30 grammes de ce petit composé qu'on vient de rajouter. Alors ici, ce qui nous intéresse, afin de voir la loi d'évolution de la quantité du composé chimique, plutôt que de nous pencher directement sur Q de T, donc la quantité du composé chimique exprimée en grammes, on va plutôt s'intéresser aux variations de cette quantité. Et donc on voit que si on s'intéresse aux variations temporelles de cette quantité, ce qui va nous intéresser, ça va plutôt être la dérivée temporelle de cette quantité, qu'on va noter dQ sur dt. Combien de grammes de mon composé partent chaque seconde? Avant d'être en mesure d'établir cette évolution temporelle pour tout t, on va regarder ce qui se passe à t égale 0 secondes. Autrement dit, je m'intéresse à la dérivée temporelle à t égale 0. Alors à t égale 0, j'ai 30 grammes de mon composé qui est mélangé de manière homogène dans un volume de 60 litres d'eau. Autrement dit, j'ai une concentration de 0,5 g par litre de mon composé chimique dans mon récipient d'eau. À cet instant, et d'ailleurs à tous les instants, parce que le débit de sortie est constant, j'ai 20 litres de ma solution qui sortent chaque seconde. Donc comme j'ai 0,5 g par litre de composé chimique à t égale 0, vraiment à cet instant-là, la vitesse instantanée, entre guillemets, à laquelle mon composé chimique va partir, va être de 0,5 g par litre fois 20 litres par seconde. Autrement dit, je vais avoir à cet instant-là 10 grammes par seconde de composés chimiques qui vont s'échapper de ma cuve. Donc si on réécrit ça plutôt avec une écriture littérale, à t égale 0 secondes, j'ai Q de t égale 0 fois le débit divisé par les volumes, grammes par seconde qui partent. Et donc, je suis maintenant en mesure de dire que la dérivée par rapport au temps de la quantité de mon composé chimique est égale à d sur v multiplié par la quantité de mon composé chimique à t égale 0, avec, très important, un signe moins devant, étant donné que chaque seconde, on parle bien d'une quantité qui part du récipient, et non pas qui arrive dans le récipient. Alors ça, c'est à t égale 0, mais finalement, pour tout t, on a juste à généraliser ce qu'on vient d'écrire ici, étant donné que le débit grand D et le volume grand V, eux, vont rester constants. Donc, pour tout t, la variation temporelle de ma quantité Q est égale à moins d sur v multiplié par Q de t. Alors, on voit à travers cette expression que la variation de Q de t est directement reliée à Q de t, et que moins on va avoir de composés chimiques dans le récipient, autrement dit, plus Q de t va être petit, et bien plus la dérivée temporelle en valeur absolue va être petite. Autrement dit, plus mon composé chimique disparaît, plus il va avoir tendance à disparaître lentement. On peut réécrire cette expression sous cette forme-là, en passant tout du même côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle linéaire du premier ordre. Et ainsi, ce système, tout comme la décharge du condensateur ou comme le refroidissement thermique d'une pièce, suit un modèle du premier ordre. Alors ça y est, avec ce petit exemple, on arrive à comprendre comment un phénomène physique assez simple peut mener vers une loi de comportement du premier ordre. Mais nous, ce qui nous intéresse, plutôt que cette équation, c'est le résultat de cette équation. Autrement dit, à quoi est égal Q de t? On a pressenti tout à l'heure en observant la petite animation que Q de t allait avoir la forme suivante. Mais comment mathématiquement on démontre ça? Et puis, quelle fonction se cache derrière cette courbe? Donc là, on n'a pas le choix, on va devoir résoudre cette équation différentielle. Donc cette équation différentielle, je vais la réécrire sous sa forme précédente, ça va nous aider un petit peu à trouver les solutions. Cette équation, on va la noter E0. Le petit 0 fait référence au fait qu'ici, on n'est pas de second membre, c'est-à-dire on n'a aucun autre terme autre que la fonction ou sa dérivée. On verra que ça aura son importance tout à l'heure. Et nous, on va chercher l'ensemble des fonctions Q de t, solution de l'équation E0.
Donc ici, ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc pour faciliter la tâche, on va simplifier un petit peu tout ça et on va partir du principe que pour l'instant, on considère que moins d sur v est égal à 1. Et là, normalement, avec des connaissances de lycée, on va être en mesure de trouver quelles sont les fonctions, toutes les fonctions, qui sont telles que la dérivée de cette fonction est égale à elle-même. Et là, vous devez tout de suite penser à la fonction exponentielle. En effet, la dérivée par rapport au temps de q de t, si q de t est égal à exponentielle de t, ce sera égal à exponentielle de t. Alors attention, il n'y a pas que celle-là de fonction. En réalité, il va y avoir toutes les fonctions c fois e de t, avec c qui est une constante. On a bien dq sur dt, qui est égal à c fois e de t, donc toutes ces fonctions-là fonctionnent. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on va pouvoir revenir au cas qui nous intéresse le plus, c'est quand j'ai mon coefficient devant qui est différent de 1. Donc j'avais bien mon moins d sur v qui était devant. Là, il y a juste finalement à se casser à peine plus la tête, mais on trouve assez rapidement que toutes les fonctions qui vont être solutions de cette équation sont les fonctions q de t qui sont égales à c fois exponentielle moins d sur v fois t. On peut vérifier, si je dérive cette fonction-là, dq sur dt, si je dérive par rapport au temps, ici je vais avoir le moins d sur v qui va également se retrouver en facteur devant, donc moins d sur v fois c exponentielle de moins d sur v t. Là, on retrouve bien la fonction q de t, et on voit bien que la dérivée première de cette fonction est égale à moins d sur v fois q de t. Autrement dit, on vérifie bien cette équation-là. Et en fait, on voit que c'est la fonction exponentielle qui se cache derrière la courbe qu'on a vue tout à l'heure. Et d'ailleurs, si on trace cette fonction-là, voici ce qu'on obtient. Alors ça, par exemple, ce sera la fonction qui correspond à c égale 2. Si c est égal à 1, j'obtiendrai cette fonction-là. Pour c égale 0, j'obtiendrai la fonction constante égale à 0. Pour c égale moins 1, j'obtiendrai cette fonction-là. Pour c égale 3, celle-ci. Et j'en obtiendrai une infinité comme ça en fonction de la valeur que prend c. Donc les solutions de cette équation différentielle-ci, ce sont toutes ces fonctions-là. Alors par contre, nous, notre problème physique, il a seulement une solution. Vous voyez bien que quand on a regardé la petite animation, on n'a observé qu'un comportement, on n'a pas observé une infinité de comportements en même temps. Donc ce qui veut dire que la solution qui nous intéresse, elle se cache parmi cette infinité de courbes. Donc on doit trouver la valeur de c qui correspond à notre solution. Regardez sur l'axe des ordonnées. La valeur de c, elle correspond en fait à la quantité en grammes que j'ai à l'instant t égale 0. Étant donné que dans l'expérience virtuelle qu'on vient de faire, à t égale 0, j'ai 30 grammes, ça signifie que dans mon cas, c est unique et vaut 30. Autrement dit, notre solution est la suivante. q de t égale 30 exponentielle moins d sur v fois t. Et donc, ma solution est celle-ci. Alors là, c'est vrai que c'est pas très bien représenté étant donné que je le trace à la main. Il faut bien comprendre qu'ici, on a un comportement asymptotique. Autrement dit, q de t tend vers 0, mais n'est jamais égal à 0 g. D'accord ? Et ça, c'est propre au modèle théorique. En réalité, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, on va bien avoir notre composé chimique qui va complètement disparaître. Alors avant de passer au problème suivant, on va quand même s'intéresser à un paramètre qu'on a un petit peu laissé de côté. C'est cette constante qui est égale à d sur v. Ce d sur v, étant donné qu'on a un débit qui est en litres par seconde et un volume à des litres, est en fait homogène à d secondes moins 1. Autrement dit, v sur d est homogène à des secondes. Et c'est pour ça que ce v sur d est appelé une constante de temps, qu'on va souvent noter grâce à la lettre τ. Dans notre cas, τ vaut v sur d, autrement dit 60 sur 20, autrement dit 3 secondes. τ égale 3 secondes. Et cette constante de temps est en fait caractéristique de la rapidité à laquelle le système va évoluer. Et ce qui se traduit par une courbure différente sur ma courbe. Donc plus cette constante de temps est faible, plus je vais avoir une courbure qui est marquée. En fait, plus je vais atteindre ma valeur à convergence, ma valeur finale rapidement. Donc ça, c'est si t diminue. Et à l'inverse, plus t augmente, plus je vais mettre de temps à atteindre ma valeur finale. Et donc, plus mon exponentielle va, entre guillemets, s'aplatir. Et donc ça, c'est si t augmente. Plus tôt est grand, plus le système est lent. Plus tôt est petit, plus le système est rapide. Donc là, on voit à travers cet exemple, alors certes, qui est virtuel, qui prend la forme d'une animation, le lien qui peut exister entre le comportement d'un système
et puis une équation différentielle du premier ordre. Et ça nous permet de comprendre que quand ces systèmes, on les laisse évoluer librement à partir d'une condition initiale qui est non nulle, on obtient ce type de courbe bien particulier. Maintenant, on va s'attacher au deuxième comportement qui avait été observé tout au départ de la vidéo. C'était le moment où on venait charger le condensateur, et c'était le moment où on venait alimenter avec une tension continue notre plaque chauffante. Et donc de la même manière, on va essayer de voir à quoi ressemble cette fois-ci l'équation différentielle dans ce cas-là, et on va regarder de nouveau, en essayant de résoudre cette équation, à comprendre quelle est la fonction qui se cache derrière cette courbe-là. On reprend le même système, hein. On reprend le bassin qui est rempli d'eau, une arrivée d'eau à débit constant, une sortie d'eau à débit d'eau constant également, mais cette fois-ci, à l'instant t égale 0, on n'a pas encore introduit le composé chimique. Et puis on va essayer de reproduire une action analogue à celle qui avait été réalisée avec le circuit électrique et avec la plaque chauffante. On va, en entrée, appliquer ce qu'on appelle un échelon, c'est-à-dire une entrée constante. Alors ici, l'entrée constante qu'on va appliquer, ça va être une certaine quantité du composé chimique qu'on va amener chaque seconde, et ce avec une valeur constante. Et de nouveau, en sortie, nous ce qu'on observe, la grandeur de sortie, c'est de quelle manière évolue cette quantité au sein du bassin. Donc, on observe ce qui se passe. Alors comme prévu, cette quantité elle va augmenter au fur et à mesure du temps. Première chose qu'on remarque, c'est qu'à un moment donné, ça va stagner. On pourrait se dire dans un premier temps, bon bah j'en introduis avec un débit constant. Finalement, bon bah cette quantité elle va augmenter, puis je vais finir par complètement saturer mon bassin. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est assez logique aussi, parce que à chaque fois que j'en rajoute, il y en a aussi une partie qui part. Maintenant, on va regarder la manière dont ça augmente. On voit que ça va stagner à un moment donné. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'au départ, cette quantité elle augmente rapidement, et puis la rapidité à laquelle cette quantité augmente a l'air de diminuer de plus en plus, jusqu'à finalement stagner à la fin. Et là aussi c'est assez logique, c'est qu'au départ, à partir du moment où j'introduis le composé chimique dans le bassin, étant donné qu'au départ j'en ai absolument pas, vous voyez qu'au niveau de la sortie, j'en ai pas non plus. Donc c'est-à-dire les premiers éléments que je vais introduire dans le bassin, bien qu'ils vont se répartir très rapidement de manière homogène, je vais en avoir très peu qui vont s'échapper. Ce qui va laisser au bassin la possibilité de se remplir en petits grains. Et puis plus le temps va passer, plus je vais en avoir en fait dans mon bassin, plus, a fortiori, je vais en avoir aussi au niveau de la sortie. Donc plus je vais en avoir qui vont s'échapper. Donc plus j'en ai, plus c'est dur de le remplir. Et là on voit un petit peu de manière intuitive qu'on arrive à retrouver la courbe caractéristique d'un premier ordre quand on le sollicite avec une entrée constante, ce qu'on appelle un échelon. Et de la même manière, on va poser le problème d'une manière un petit peu analytique pour bien comprendre quelle est l'équation différentielle qui régit ce comportement-là, et puis pour voir la fonction qui se cache derrière l'évolution temporelle de la quantité de composés chimiques. Voici la configuration dans laquelle on est. On a toujours le même volume constant qui vaut 60 litres. Ce volume est gardé constant parce qu'on a le même débit en entrée et en sortie qui vaut toujours 20 litres par seconde. Ça, c'est le débit d'eau qui entre et qui sort du récipient. On s'intéresse toujours à la fonction Q de T, donc qui est la quantité en grammes du composé chimique, qui ici, à T égale 0, vaut 0 g. On introduit au fur et à mesure ce composé chimique dans notre récipient. Et on l'introduit avec une concentration de 0,5 g par litre. Donc pour chaque litre d'eau qui rentre, il y a 0,5 g du composé chimique qui entre. Et cette concentration, elle est constante. Et de nouveau, on va raisonner sur l'évolution temporelle de la quantité Q de T, donc sur la variation temporelle de Q de T. Autrement dit, on va s'intéresser à la dérivée temporelle de Q de T. Donc tout à l'heure, à aucun moment le composé chimique arrivait. Il y avait une quantité initiale qui était non nulle, 30 grammes, puis au fur et à mesure, cette quantité, elle partait. Ici, dans ce cas-là, ce composé chimique, il est introduit, donc on va en avoir en entrée. À partir du moment où cette quantité de composé chimique Q de T va être non nulle, dans le récipient, forcément, on va aussi en avoir qui va sortir. Donc la variation temporelle du composé chimique, elle va être la somme de deux termes en fait. Ça va être ce qui entre moins ce qui sort. Donc ce qui entre, je sais que j'ai 0,5 g par litre d'eau. Et j'ai 20 litres d'eau qui arrivent chaque seconde. En multipliant les deux, on voit tout de suite que j'ai 10 grammes par seconde qui arrivent. Donc en écriture littérale, j'ai CE fois D qui arrive chaque seconde. Et puis ce qui sort, finalement ce qui sort c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins D sur V fois Q de T. Donc dQ sur dt est égal à CE fois D moins
d sur v fois q de t. Je peux mettre tout ce qui est relatif à la fonction ou à ses dérivés d'un côté, et puis les constantes de l'autre, et j'obtiens. Et on obtient une nouvelle fois une équation différentielle linéaire du premier ordre. Mais là, il y a une grosse différence. C'est que tout à l'heure, on avait une équation différentielle qu'on avait appelée homogène, parce qu'il n'y avait pas de second membre. Autrement dit, le membre de droite était égal à 0. Et là, dans notre cas, il est non nul. Donc ça correspond au fait, physiquement, que notre système n'évolue pas de lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on peut considérer comme une entrée constante, qu'on peut appeler aussi une entrée en échelon, qui vient solliciter en permanence notre système. Et notre système, il va répondre à cette entrée-là. Cette entrée, c'est la concentration en entrée du composé chimique. Donc c'est les 0,5 g par litre qu'on envoie sans arrêt dans notre récipient. Une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène, c'est assez simple à voir. On voit très rapidement qu'on tombe sur une exponentielle de quelque chose. Ici, ça va être un peu plus compliqué. Donc pour ça, on va mettre cette équation différentielle un petit peu de côté, puis on va faire un petit développement mathématique pour bien comprendre comment on peut trouver les solutions d'une telle équation. Donc avec un formalisme un peu plus mathématique, voilà le cas dans lequel on est. On a une équation différentielle de cette forme-là. F, c'est ma fonction, f', c'est la dérivée première de cette fonction par rapport à x, a et b, c'est des constantes. Et moi, ce que je cherche, les solutions, c'est toutes les fonctions qui sont solutions de cette équation. Alors, trouver toutes les solutions comme ça de tête, c'est vraiment pas facile. Par contre, on peut peut-être trouver au moins une fonction. L'astuce, en fait, ici, quand on est confronté à ce genre de problème, c'est quand on cherche une solution, ce qu'on appelle une solution particulière, une solution parmi l'infinité de solutions qui existent, et ben c'est d'en chercher une qui va ressembler au second membre. Quand on dit ressembler, elle va être de même nature. B, c'est une constante. Bon bah, essayons de trouver une solution particulière, que je vais appeler f indice P, qui est de même nature que B, autrement dit, qui est une constante. Alors pourquoi c'est pratique de choisir f égale constante ? Eh ben, ça va nous faciliter grandement l'équation. En effet, si fp de x est égal à constante, alors fp' de x est égal à 0. Donc si je réinjecte fp dans E, j'obtiens fp' de x plus afp de x égale b, soit 0 plus a fois constante égale b. Et là, on trouve immédiatement la valeur de cette constante qui vaut b sur a. Ça y est, on a trouvé une fonction particulière, une solution particulière de E qui vaut b sur a. Alors trouver l'ensemble des solutions, c'est difficile. Trouver une solution particulière, c'est facile. Par contre, à partir de cette solution particulière-là, on va pouvoir en déduire toutes les solutions. Pour ça, il va falloir suivre le petit raisonnement suivant. Fp est solution. Ce qui veut dire que Fp vérifie l'égalité suivante. Fp' de x plus a fp de x égale b. Ça, c'est parce que Fp est solution de E. Maintenant, je vais m'intéresser à toutes les fonctions qui sont solutions de E. Donc toutes ces fonctions-là, toutes, je les appelle toutes f indice s, s comme solution. Donc pour toutes ces fonctions f indice s, étant donné qu'elles sont toutes solutions de E, c'est toutes ces fonctions-là que je recherche en fait, la même égalité sera vérifiée. Donc là, je me retrouve en fait avec deux égalités. Cette égalité-là, je l'appelle 1, et cette égalité-là, je l'appelle 2. Je vais faire une petite manipulation, et on va y voir plus clair juste après. Je vais faire l'opération 2 moins 1. Je vais réécrire tout ça en réunissant les deux dérivées ensemble, et les deux fonctions non dérivées entre elles. Et comme la somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme, la dérivation, c'est une opération qui est linéaire, fs' moins fp', c'est égal à fs moins fp, le tout prime. Il y a quelque chose de remarquable. C'est quand je prends n'importe quelle fonction qui est solution de mon équation, donc c'est l'ensemble des fonctions que je cherche, celles que j'ai appelées les f indice s, et qu'à n'importe laquelle de ces fonctions, je viens lui soustraire ma fonction f indice p, qui est très simple à trouver, c'est ma fonction particulière qui vaut b sur a, je tombe sur une nouvelle fonction, qui est égale à fs moins fp, et cette fonction elle a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle vérifie l'équation différentielle homogène, sans second membre, celle pour laquelle j'ai 0 à droite. Donc je tombe sur une nouvelle fonction que je vais appeler f indice h, qui est solution de l'équation différentielle homogène. Et ça, la solution de cette équation différentielle homogène, on a vu juste avant que c'était très facile de la trouver. E, c'est mon équation différentielle. F indice s,
Donc c'est ce que j'appelle la solution générale. F indice P, c'est une fonction particulière qui est solution de E et qui est très facile à trouver. Celle qu'on a trouvée, elle vaut B sur A. Et je vais noter l'équation E indice 0 qui correspond à l'équation différentielle homogène associée à E. Autrement dit, c'est la même équation sans second membre. Et puis, toutes les solutions de cette équation homogène, je vais les noter F indice H. Et puis, quelque chose de fondamental, quand je prends mes fonctions qui sont solutions générales et que je soustrais la solution particulière, je tombe sur l'ensemble des fonctions qui sont solutions de l'équation homogène. Ça, je connais pas, c'est ce que je cherche. Ça, je connais, on en a trouvé une qui vaut B sur A. Et ça, je connais, c'est les solutions de l'équation homogène associée. Et donc ça, maintenant, on sait le faire. Ça vaut C exponentielle de moins A fois X, avec C qui est une constante. Et donc ça me donne une infinité de solutions, étant donné que C peut prendre ici n'importe quelle valeur. Et donc si j'isole F indice S, j'obtiens ce résultat. Donc toutes mes solutions de mon équation différentielle, c'est la somme de toutes mes solutions de l'équation différentielle homogène associée, plus une solution particulière que j'ai trouvée qui vaut B sur A. Autrement dit, Fs de x est égal à B sur A plus C exponentielle moins AX. Donc ça y est, maintenant, on sait trouver les solutions de l'équation différentielle qui nous intéressait. Donc on revient maintenant à notre problème physique. Notre équation différentielle, c'était celle-ci. J'ai juste à trouver une solution particulière, que je vais appeler Q indice P. La technique, c'est de trouver une solution particulière qui est de même nature que le membre de droite. Ici, c'est une constante, donc je vais dire que Q indice P de t est une constante. Pour trouver la valeur de cette constante, on l'introduit dans l'équation différentielle. Donc, comme QP de t est égal à une constante, la dérivée est nulle. Et donc, si j'introduis ça dans E, je vais obtenir 0 plus d sur v QP de t est égal à CE fois d. Et donc, Q indice P de t, ma solution particulière, vaut CE fois V. Je note mon équation différentielle homogène associée, donc sans second membre. Et ça, on l'a trouvé tout à l'heure. On sait que les solutions de cette équation homogène sont les suivantes, avec C qui est une constante à trouver. Et donc, l'ensemble des solutions de mon équation, c'est l'ensemble des fonctions qui sont égales à CE fois V, donc ma solution particulière, plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée, plus C exponentielle moins D sur V fois T. Donc de la même manière, pour trouver C, je vais m'appuyer sur les conditions initiales. Ici, mes conditions initiales sont nulles, parce qu'à T égale 0, j'ai 0 g de composé chimique dans mon récipient. Et donc je vais m'appuyer là-dessus pour trouver la valeur de grand C. Donc ce membre-là vaut 1, et donc j'ai C qui est égal à moins CE fois V. Autrement dit, Q de T est égal à CE fois V, facteur de 1, moins exponentielle, moins D sur V fois T. On va regarder graphiquement à quoi ça ressemble. Alors Q de T, c'est égal à CE fois V. CE est égal à 0,5 g par litre et V est égal à 60 litres. Donc CE fois V vaut 30 g. Et le moins D sur V, en fait c'est l'inverse de ma constante de temps, taux dont on a parlé tout à l'heure, ça n'a pas changé. Ma constante de temps qui vaut, elle, V sur D, est égale à 3 secondes. Donc moins exponentielle de moins D sur 3. Et donc graphiquement, j'obtiens ceci. Donc le terme qui est devant, ça correspond à ce qu'on appelle notre valeur à convergence, donc 30 grammes, on va converger vers 30 grammes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, notre système va s'équilibrer de telle manière à ce qu'on va obtenir 30 grammes de ce composé chimique à l'intérieur de notre récipient. Donc ça, ce sera évidemment d'un point de vue théorique quand t tend vers plus l'infini. Et puis ce qui va conditionner la vitesse à laquelle cette quantité va être atteinte, c'est la constante de temps, taux, qui vaut 3 secondes. Et donc on comprend le lien qui va exister entre le comportement physique de ce type de système et cette équation différentielle bien particulière qui va faire le lien entre l'entrée et la sortie. En fait, on va retrouver ça sur un très grand nombre de systèmes, à chaque fois que la variation d'une quantité sera directement reliée à cette quantité elle-même. C'est par exemple ce qui se passe sur le tapis chauffant. La grandeur qui nous intéresse, c'est la température. En fait, la variation de la température est directement reliée à la température elle-même. Et c'est ce qu'on retrouve aussi quand on étudie la charge du condensateur. Vous avez vu, ou vous verrez, en physique, que grâce aux lois de l'électricité, on obtient en fait l'équation différentielle suivante. Ça, c'est l'équation différentielle qui fait le lien entre la tension d'entrée, la tension d'alimentation, et la tension aux bornes du condensateur.
Et on voit sur cette équation différentielle-là qu'il y a un lien entre la tension aux bornes du condensateur, U indice C, et la variation de cette tension, qui est caractérisée ici par la dérivée temporelle de cette tension. Et pour étudier des systèmes complexes, c'est super utile d'avoir ces modèles en tête. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'un système va se comporter comme un premier ordre, on est capable, pour une entrée donnée, de deviner la sortie, de prédire la sortie. Alors pour certaines entrées, ça va être un peu difficile, mais pour d'autres, par exemple des entrées de type échelon, donc ces entrées constantes, et qui sont très très utilisées, on va être capable de prédire l'évolution de la sortie. Donc pour reprendre cet exemple du condensateur, sans faire de mesure, on est en fait capable de prédire comment va évoluer la tension d'alimentation à partir du moment où on a notre équation différentielle. Donc on a cette équation, et donc avec ce qu'on a vu, si j'applique une tension constante, donc là je suis dans la situation où il y a quelque chose en entrée, un échelon en entrée, je sais que la tension au bord de mon condensateur va suivre cette expression. Alors le condensateur et la résistance, je les ai choisis pour avoir le produit R fois C, la résistance fois la capacité du condensateur, égale à 1 seconde. Et donc on voit que ce R fois C, c'est ce qui caractérise la constante de temps τ du système. Et si je viens tracer cette expression-là graphiquement, on voit que ça colle parfaitement à la mesure qui avait été réalisée.